Il y a aussi un autre point d'où je parle, c'est que moi, je suis commoneur et pas libriste. Ah, très intéressant. Je ne suis absolument pas libriste et je n'adhère pas complètement à la philosophie libriste. Je pratique un certain nombre d'outils inspirés de la philosophie libriste, mais je ne me définis pas par rapport à la philosophie libriste. Je me définis par rapport au commoning, au fait de mettre en commun et de créer des communs. Et c'est à la fois ma pratique sociale et mon orientation politique. Je suis commoneur. Voilà. Ok, super. Donc, c'est l'idéologie. C'est pour ça que je te disais d'où est-ce que tu parles, parce que des fois on parle des communs comme quelque chose de théorique, mais chez toi, c'est, comme tu dis, c'est une pratique déjà en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire effectivement, je suis assez d'accord avec ça que parfois les coopératives n'ont de coopération que le nom. Donc là, quand on s'investit dans le commun, eh ben, justement, comment ça se passe? C'est pour ça que je t'ai invité pour que tu nous parles aussi de choses concrètes, en fait, de façon de construire du commun et d'œuvrer au sein du commun. Donc, si tu as terminé sur ta présentation, je te propose du coup d'enchaîner sur qu'est-ce que c'est les communs et un peu, voilà, ça en faire toute une. On va pas faire une masterclass sur les communs, mais par exemple, là, tu viens de dire je suis commoneur et je ne suis pas libriste. Alors déjà, tout le monde ne sait peut-être pas ce que ça veut dire libriste, tu vois. Mais j'en ai bien conscience. C'est bien dommage. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des gens qui font des enseignements pour réexpliquer un peu toutes ces subtilités juridiques, administratives et politiques aussi à la fois. Comme je te le disais, je peux faire plusieurs demi-journées rien que sur ces questions. Donc là, je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel et aux pratiques et en allant très très vite sur un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait revenir très très longuement. Euh, Fondamentalement, les communs, c'est quelque chose qui a été, dans l'Europe occidentale, volontairement éradiqué par le libéralisme. C'est un choix tout à fait délibéré de faire disparaître les communs. Les communs, en fait, qui étaient un vestige du droit romain, le droit romain était extrêmement créatif en termes de forme de propriété. Notamment, le droit romain définissait la manière dont les dieux géraient leur patrimoine, parce qu'il y avait des choses qui appartenaient aux dieux. Donc, il fallait définir des catégories juridiques pour ce qui appartenait aux dieux. Donc, le droit romain avait été extrêmement créatif sur un certain nombre de régimes de propriété. Et tout ça, c'est au fil des siècles considérablement simplifié pour ne garder que des catégories de public et de privé, avec la montée du libéralisme en Europe. Et donc, un certain nombre de secteurs de propriété qui étaient dans les communs ont été éclatés et ont fini par être rangés soit du côté du public, soit du côté du privé. Ce qu'on appelle historiquement le mouvement des enclosures, qui s'est terminé vers le XVIIe, XVIIIe siècle, où on a mis des barrières dans les champs communaux. Donc, les champs où on pouvait faire paître ses vaches n'étaient plus des propriétés communes et sont devenus des enclos privés qui ont assuré une base en fait de propriété privée pour des propriétaires de terre. Et de là, on a une histoire du foncier qui continue à partir de là, mais le changement de régime de propriété, c'est un changement fondamental. Donc cette question des communs a été longtemps considérée comme une question close, puisque jusqu'au début des années 80, on considérait globalement que la question des communs est une question réglée. Les communs, ça ne fonctionne pas. Et donc, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est un mode de propriété collectif qui n'a pas de sens et qui doit être géré autrement. Et la grande vigueur de ce qu'on appelle actuellement le retour des communs, c'est lié à plein de choses. C'est lié à des questions notamment sur l'économie de développement, sur les pays qui ne sont pas en Occident et qui cherchent des voies de développement et à qui on essaie d'imposer de force un système public-privé qui ne correspond pas au système historique. On dit, mais finalement, on a, nous, dans notre patrimoine juridique, des choses comme les communs, et pourquoi on ne peut pas voir si ça ne peut pas s'appliquer aussi à du développement. Et on gère ensemble une prairie, un lac, un système
un champ, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut, ou la terre, enfin généralement il y a beaucoup de questions foncières sur ces questions-là, donc ça, c'est pour l'économie du développement. Et il y a aussi un gros renouveau qui s'est fait autour des questions numériques, parce que les ressources numériques ont des caractéristiques économiques et matérielles qui sont très différentes et qui, en fait, rendent beaucoup plus facile le fait de constituer des communs, parce qu'en fait, les ressources immatérielles sont très difficiles à détruire. Et du coup, on peut se permettre des choses beaucoup plus créatives avec les ressources immatérielles qu'avec les ressources matérielles en général, parce qu'on peut être dans une forme d'innovation grâce à la difficulté de détruire et grâce à la facilité de dupliquer, notamment, parce que c'est très facilement duplicable. Et donc, cette duplicabilité, c'est une caractéristique économique essentielle qui fait que les biens immatériels, en fait, surtout depuis l'avènement du numérique, constituent en fait un champ d'explosion des communs qui est assez fascinant et qui a beaucoup contribué à la question du renouveau des communs. Donc voilà, j'ai brossé ça extrêmement vite. Voilà, Oui. je suis désolé. Non, c'est bien, Voilà. merci pour la concision. Et donc justement, tu parlais de comment se fait la confusion, du coup, selon toi, entre les commoners et les libristes, c'est-à-dire plutôt ce qu'on a appelé les outils libres, en fait, les logiciels libres, donc ça vient du monde numérique. Oui. Et là, en fait, moi, je te parle de ce que je connais. Ce que j'ai entendu dire, c'est que justement, dans le monde du code, en fait, des informaticiens, c'est mis en place, en fait, presque de manière organique, une forme de contribution, enfin, une façon de contribuer, par exemple, à un logiciel où plusieurs développeurs se mettent à contribuer, et donc ça crée un commun, en fait, c'est ça? C'est beaucoup plus compliqué. Il y a de ça, mais c'est beaucoup plus compliqué cette histoire. Historiquement, on a un monsieur fort sympathique qui s'appelle Richard Stallman, hein, qui est un grand gourou barbu du MIT, qui en fait s'est révolté contre l'apparition des brevets logiciels. Puisque je vous ai parlé des enclosures tout à l'heure sur les champs. Sur les terres. Sur les terres, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, quand on faisait du logiciel, on codait de manière ouverte, transparente, parce qu'il n'y avait pas de question de propriété. La propriété se faisait sur les machines, sur le matériel, et finalement, voilà, le code, voilà, on s'échangeait, on se partageait. Enfin, il y avait une éthique plus ou moins formelle, plus ou moins informelle. Et un jour, Richard Stallman, dans un labo du MIT, il a essayé de résoudre un bug sur une imprimante. Il a été voir le constructeur de l'imprimante, lui a demandé le logiciel pour résoudre le bug. Et le propriétaire de l'imprimante, enfin la société, a refusé de lui communiquer. Parce que c'était un code propriétaire, donc qui était propriété en fait de la firme qui le faisait, et il y avait un secret industriel sur le fait de dire. Et là, Richard Stallman était choqué. Il a dit, attendez, voilà, il y a cette machine qui est là, à l'intérieur il y a un code, et on ne peut pas avoir accès au code, mais pourquoi, comment ça se fait? Et du coup, il y a tout un mouvement de contestation de la légitimité même du brevetage du logiciel qui s'est fait et qui a donné naissance à tout un mouvement du logiciel libre basé sur un certain nombre de libertés, ce qu'on appelle les 4 libertés du logiciel libre, qui sont donc des libertés... je ne dis pas de bêtises. Non, mais rentre pas dans les détails. Non, mais voilà, faut quand même, c'est quand même liberté d'utiliser, liberté de copier, liberté d'étudier et de modifier, qui sont des libertés, on va dire, importantes et qui pour le logiciel. Mais il y a une licence, donc ça s'appelle ce qu'on appelle la licence GPL, General Public License, qui a été faite, qui était un peu la licence générique, on va dire, de ce projet autour du logiciel libre, qui a été lancée et qui avait pour but de protéger le logiciel contre la perte de liberté. D'accord. Voilà, cette licence est là pour que le principe, c'est qu'il y a un domaine, on va dire, de liberté logicielle qui s'étend au fur et à mesure qu'on construit
nouveaux logiciels qui utilisent des logiciels anciens et qui sont basés sur une logique libre. Donc, c'est l'idée de faire grandir un domaine de liberté. Voilà. Ok. Et du coup, à partir de là, toujours pour faire le lien avec nous aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il s'est créé des communautés aussi et des espèces de lois en termes de réciprocité, de contribution, Alors, c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Parce que à partir de ces notions de liberté logicielle, ça ne définit pas en soi une communauté. C'est parce qu'on peut tout à fait, ça définit un domaine, on va dire, de liberté, mais pas une communauté de gens qui coopèrent sur le même objet. Ça peut même être des gens tout à fait individualistes et tout à fait misanthropes qui refusent d'avoir la moindre sociabilité avec qui que ce soit. Et il y en a pas mal dans le monde logiciel qui sont comme ça. Mais pour autant, ça offre un cadre de coopération sans avoir à faire trop de sociabilité. Mais ce n'est pas optimal. Donc, il y a le développement open source est arrivé là-dessus, donc il y a une évolution, on va dire, de cet univers qui a une dimension déjà un peu plus communautaire, puisque l'idée, c'est de dire on est sur du code ouvert, donc c'est tout à fait compatible avec le logiciel libre, mais c'est un truc un petit peu différent, c'est que c'est du code ouvert et on met en place un certain nombre de règles de coopération autour du code ouvert, enfin de coopération et de non-coopération d'ailleurs, pour arriver à créer ensemble le même objet. Donc tu vois, c'est une maturation. C'est une maturation avec des nouvelles règles qui arrivent. Alors, il se trouve qu'il y a une grande compatibilité avec les règles d'usage libre et les règles d'usage open source. Enfin, il n'y a pas tant de différence que ça, mais ce n'est pas exactement le même objet. Et donc ça, on est sur l'aspect du code. Et il y a aussi des autres choses qui sont arrivées en plus du code, c'est la culture libre. C'est qu'à partir du moment où on a des choses qui s'appliquent à la question du logiciel, finalement, est-ce que ça ne peut pas s'appliquer à toutes les ressources numériques, y compris ce qu'on appelle les produits de l'esprit, donc les créations artistiques? C'est ça. C'est là qu'on est passé, pas simplement des informaticiens, des développeurs, mais comme les gens qui créent des ressources, en fait. Ouais, de toutes formes de ressources qui sont codées sous forme numérique, mais qui ont au fond une valeur intellectuelle ou une valeur esthétique. En tout cas, une valeur qui n'est pas matérielle essentiellement, quoi. Et donc là, ça a créé des nouvelles nécessités, notamment des nécessités d'avoir des nouvelles licences pour protéger tout ça, puisque les licences qui avaient été inventées pour protéger le logiciel ne fonctionnaient pas forcément sur des choses qui sont des produits artistiques, notamment parce que une création artistique, même dans le droit français, c'est quelque chose où il y a une intention de l'auteur. Et le code n'a pas cette logique d'intention, n'a pas cette logique de vision artistique. Donc, il y a un cadre juridique qui est différent. Donc, il y avait nécessité de créer des nouveaux outils juridiques pour protéger correctement en s'inspirant de la manière dont ça fonctionnait avec les licences de logiciels libres, mais en les adaptant à des nouvelles ressources. Et c'est là qu'il y a eu notamment les licences Creative Commons, donc qui sont là pour protéger des créations de l'esprit et qui ont servi à construire des grandes bases de données collaboratives comme Wikipédia, hein, puisque c'est parce qu'il y a une licence CC BY SA qui existe et les licences Creative Commons en général, qu'il y a une encyclopédie collaborative comme Wikipédia qui peut se construire dessus parce que ça permet d'automatiser un certain nombre de collaborations sur un texte commun avec des règles du jeu qui sont claires, qui sont explicites et qui sont précises. Mais, nuance intéressante pour la suite de notre discussion, il faut savoir que dans les licences Creative Commons, il y a un certain nombre de conditions qu'on peut mettre, qu'on peut retirer. Et il y a une condition qui s'appelle la condition NC, non commerciale, par exemple. On peut avoir donc une licence Creative Commons non commerciale. Cette licence-là n'est pas une licence libre, puisque
dire qu'on met la chose en conditions non commerciales, c'est une discrimination, on va dire, sur les utilisateurs de ce qu'on met en partage, et donc ça ne correspond pas aux libertés du logiciel libre et aux nécessités de la culture libre. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un risque, quand on commençait à partager des choses, de se faire spolier, de se faire arnaquer et de se faire prendre au jeu avec un acteur qui soit dominant et qui profite des rapports de force pour être pas honnête dans la relation. Et c'est pour ça qu'il y a eu... En tous les cas, pour utiliser la ressource, en fait, sans l'accord du créateur. Ou avec son accord, parce que c'est un accord. À partir du moment où la ressource est publiée sous une licence, l'accord est donné. Oui. Mais l'accord est-il donné pour quelque chose auquel le créateur consent? Il y a un exemple en fait dans le monde logiciel qui est la licence JSON. Alors JSON, c'est un format de données. Et dans la licence, il y a une mention qui dit qu'il faut utiliser cette ressource pour faire le bien et pas le mal. Ah, ok. Et c'est extrêmement problématique. Parce que, donc, du coup, ce n'est pas libre, puisqu'il y a une restriction. Il faut faire le bien et pas le mal. Les gens qui ont mis ça en partage, ils exigeaient que ça ne soit utilisé que pour faire le bien. Mais du coup, qui décide que c'est le bien ou c'est le mal? Compliqué, là. Ça crée une insécurité juridique majeure, mais en même temps, c'est lié à une intention. De dire, je veux bien partager, mais je veux qu'il y ait une intention aussi qui soit respectée dans la manière dont je partage les choses. Et c'est là qu'on arrive, en fait, les questions vraiment compliquées, parce que comment on définit une intention? Donc, moi, je disais, je suis commoneur et pas libriste, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les intentions, en fait. C'est le travail que je fais autour des communs. C'est dans notre écosystème lillois, on est beaucoup attentif à ce qu'on appelle l'économie de la ressource, c'est-à-dire se poser la question quelle est la ressource, on va dire, qu'on veut protéger, vraiment. Qu'est-ce que c'est la chose qui a de la valeur pour nous? Qu'est-ce qu'elle risque? Comment on veut l'améliorer? Quelle forme ça a? Et à partir du moment où on a une réponse à peu près claire à cette question, on peut construire une communauté autour, une communauté d'utilisateurs qui vont protéger cette ressource, qui vont l'améliorer, qui vont la faire vivre et qui vont, on va dire, vouloir le bien pour cette ressource. Mais tout ça nécessite un travail de discussion, de concertation, qui est un travail social. Il faut passer du temps à discuter, à expliciter, à créer, à se voir. Et tout ça, c'est un travail qui peut pas être fait par un texte juridique, une licence quelconque. Une licence, ça sert à automatiser. Fondamentalement, ça automatise le partage. Mais si on ne veut pas que le partage soit automatisé, justement, si on veut que le partage il se fasse dans des conditions de création de confiance, il y a d'autres cadres qui sont nécessaires. Et donc, c'est ce qu'on défend sur cette question des communs. C'est-à-dire qu'on travaille avec des licences libres ou pas, si c'est des licences non commerciales, mais en tout cas des licences de partage, et on crée des cadres de confiance pour les faire avancer et pour les faire vivre. Alors tout ça était un peu théorique, mais j'espère que c'était compréhensible. Ok, merci déjà pour ce premier un peu bain dans lequel on va réfléchir ce soir. Et puis tous les deux, on s'est dit que ça allait sûrement intéresser les personnes présentes ce soir de parler de manière plus concrète, par exemple, de communauté de contribution. Et donc, dis-nous un peu comment est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce que toi, tu as pu voir comme exemple de communauté et d'échanges comme ça de ressources avec des contributeurs et comment sont rétribués les contributeurs, etc. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit lien. Voilà, on va mettre le lien, comme ça, c'est plus sympa qu'en partager l'écran, comme ça, vous pourrez regarder en même temps. Voilà. Alors là, c'est une page d'un site web. Alors, je vais expliquer un petit peu rapidement comment on fonctionne à Lille.
on fonctionne beaucoup avec trois ingrédients, on va dire. On fonctionne avec des structures associatives, on fonctionne avec des coopératives, notamment coopératives d'activité d'emploi, on fonctionne avec des marques ouvertes. Donc tout ça, c'est des systèmes qui nous permettent de faire vivre un écosystème de contribution et de partage sans avoir à créer une organisation unique qui nous permet de créer des communautés sur mesure. Alors, ce que je vous ai mis là, c'est un truc qui est une page web d'un truc qui s'appelle la Compagnie des tiers-lieux. Alors, avant que ça s'appelle la Compagnie des tiers-lieux, ça a longtemps été la communauté des facilitateurs de tiers-lieux de la métropole lilloise, puisqu'on avait comme ça, avec l'association Anis, donc, qui est une association qui a une histoire sur la question du numérique, on avait une pratique, c'est qu'on accueillait des communautés. Donc, on avait l'association qui avait sa structure associative et des communautés de gens qui venaient se rattacher à l'association et l'association leur permettait de vivre. Donc, on a eu comme ça le collectif des makers de Lille, on a eu les facilitateurs de tiers-lieux, on a eu l'Assemblée des communs de Lille, on a eu le projet Capacité. Donc, tout ça, c'est des communautés d'acteurs qui viennent se rattacher à une association qui leur permet de vivre. Donc, à chaque fois, la communauté a son objectif particulier, elle crée des ressources particulières, elle les fait vivre. Et ensuite, les communautés peuvent s'autonomiser si elles le souhaitent, peuvent disparaître, on va dire, de la structure porteuse et créer leur propre structure juridique. C'est ce qui s'est passé pour la Compagnie des tiers-lieux. Donc, la Compagnie des tiers-lieux est passée de collectif soutenu par Anis à structure juridique, donc associative pour le coup, qui est en fait une marque partagée par les facilitateurs de tiers-lieux de la métropole qui étaient sollicités individuellement, on va dire, pour aider à monter les tiers-lieux et qui souhaitaient pas être en individuel, qui souhaitaient travailler de manière collective. Et donc, on crée cette ressource. Donc, la compagnie des tiers-lieux est en même temps une ressource d'aide avec une vocation professionnelle hein, qui sert à des activités professionnelles et qui est partagée par les gens qui animent cette démarche. Donc, la compagnie des tiers-lieux, donc si vous êtes sur la page, là, vous êtes sur une page où la compagnie explique la manière dont elle fait vivre les communs au cœur de son activité. Donc, un exemple tout à fait concret de la manière dont les communs sont utilisés. Alors, il y a, si Donc, vous allez en haut de la page, ouais. La vocation de la compagnie, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de lancer un tiers-lieu. Comment? En créant des communs, des ressources partagées accessibles aux membres du réseau. Donc, c'est un peu comme ce que nous avait présenté Laurent avec Animacop. C'est le même principe, c'est-à-dire que tu rentres dans un réseau et tu contribues et en même temps, tu as un retour. Alors, c'était plus le principe initial qu'on avait avec le collectif tiers-lieu, pour le coup, qui fonctionnait plus comme ça. La compagnie est un peu plus professionnalisée, dans le sens où les gens qui sont dans la compagnie des tiers-lieux sont sur un profil professionnel de facilitateur. C'est-à-dire ils ont une activité professionnelle qui consiste à accompagner des projets. Donc, il n'est pas nécessaire de rentrer dans la compagnie des tiers-lieux pour que son projet soit accompagné. Pour le coup, il suffit de payer le facilitateur. Par contre, la caractéristique, c'est que si tu estimes ne pas avoir besoin d'aide pour faire les choses, tu peux aussi utiliser les ressources de la compagnie des tiers-lieux pour faire ton tiers-lieu sans avoir à payer qui que ce soit, parce que les ressources produites sont mises à disposition. Donc, pour le coup, et aussi, si tu souhaites lancer une activité professionnelle de facilitation à la création de tiers-lieux, tu peux aussi utiliser les ressources de la compagnie sans même nécessairement devenir membre, entre guillemets, de la compagnie,
ou tu peux rejoindre le dispositif et estimer qu'il est bon pour toi. Donc, c'est un système avec beaucoup de possibilités de coopération. Il y a beaucoup de niveaux de coopération qui sont possibles avec ce système-là. Et c'est rendu possible par la libération des ressources. C'est parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont libérées à la base que ça permet en fait des niveaux d'interaction et des niveaux de coopération qui sont différents et qui prennent des formes différentes. Et donc là, il y a un certain nombre de ressources qui bénéficient d'un soutien de la compagnie des tiers-lieux. Donc, il y a un truc qui s'appelle cahier d'activité, sur lequel on va revenir. Il y a un truc qui s'appelle DOCOS, un truc qui s'appelle Movilab et un truc qui s'appelle modèle de site Internet. Donc, modèle de site Internet, c'est un système classique, enfin classique en continu, c'est-à-dire que quand on fait son site Internet, on demande une création sur mesure en fonction de ses besoins et on en profite pour libérer le code du thème qui a été créé pour l'occasion. Et donc, le code étant libéré, n'importe qui peut reprendre le thème et l'utiliser comme ça, parce que le thème est disponible. Il y a Movilab qui est recensé. Donc là, je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, ça va vous intéresser. Movilab, c'est un projet de libération de la connaissance sur les tiers-lieux. C'est issu d'une communauté qui s'appelle Tilios, c'est les tiers-lieux libres et open source. Et en fait, donc Movilab, là, tu veux nous parler de Movilab en particulier. Ouais. Movilab, je vous ai partagé. Alors, je vous ai mis Movilab dans le lien, dans le chat. OK. Donc, Movilab, c'est un outil, c'est un repère, on va dire, d'intelligence collective pour les tiers-lieux. C'est un concentré d'expériences de créateurs de tiers-lieux qui donne mille et une recettes pour créer, animer, régler les problèmes dans son tiers-lieu. Donc ça, c'est un des communs auxquels contribue la compagnie des tiers-lieux. Un autre commun, c'est Docos. Donc Docos, c'est un gestionnaire de tiers-lieux, en fait. Ça gère un certain nombre de fonctions administratives et financières pour les tiers-lieux. C'est un logiciel libre avec un développement communautaire. Et cahier d'activité, donc là où on va passer un peu plus de temps, c'est quand on descend, c'est un peu plus bas sur la page, c'est le cahier d'activité et tiers-lieux. C'est un cahier qui aide à imaginer son tiers-lieu avant qu'il soit lancé. Donc, c'est toutes les questions auxquelles vous devez avoir des réponses avant de lancer votre tiers-lieu. Et c'est une activité qu'on peut faire de manière connective. On veut créer son tiers-lieu, on prend le cahier d'activité et tiers-lieu et on fait les activités qui sont proposées. Et à la fin, quand on a fini ces activités, on a imaginé à peu près clairement ce que devait être ce tiers-lieu. Alors, pour le coup, c'est un cahier qui a une histoire. Il a été créé grâce à une subvention de la région Hauts-de-France. Alors, je vois qu'il y a une question, c'est quoi un tiers-lieu? Oui. Alors, un tiers-lieu, très, très rapidement. Vas-y, Julien. Ouais. Un tiers-lieu, c'est un lieu pluri-activité avec une gestion communautaire. C'est un type de lieu qui a explosé ces dernières années, qui a surpris complètement les décideurs, les élus locaux qui ont voulu débouler ces trucs-là sur leur territoire. C'est des gens qui décidaient de mettre leurs ressources en commun et ils ouvraient un lieu où il y avait à la fois un atelier de réparation, du coworking, du télétravail, de l'aide au montage de projets, des activités associatives, des activités artistiques, et tout ça étant regroupé sur le même lieu et avec des gens qui s'impliquaient dans la gestion du lieu. C'était un modèle complètement différent et surprenant pour plein de gens qui n'imaginaient pas qu'on puisse travailler de cette manière-là. Bah, donc, il y a tout un dynamisme. C'est la oui, voilà. Il y a du tiers-lieu washing et tout ça. Enfin, pour le coup,
À Lille, on a beaucoup bénéficié justement de cette croissance des tiers-lieux et ça a beaucoup structuré la manière dont on a fait grandir notre écosystème. Donc, ce cahier d'activité tiers-lieux, à la base, c'est de l'argent public, puisque la région Hauts-de-France avait décidé de mettre des sous pour bénéficier d'un outil d'aide à la création de tiers-lieux. Donc, il y a une subvention qui est arrivée, et cette subvention a amené un certain nombre de gens, avec de l'expérience, à faire un atelier de créativité, à dire finalement de quoi on avait besoin, à imaginer cette forme cahier d'activité, à le faire vivre. Et une fois qu'il avait été fini, on aurait pu se dire, bah voilà, il a été fait. Maintenant, l'argent public a été dépensé, l'objet existe, et puis voilà, c'est tout. Et sauf qu'il y avait une volonté d'un certain nombre de gens qui étaient une culture assez libriste dans la communauté de mettre les sources en partage, de dire, bah non, l'objet doit continuer à vivre au-delà de l'argent public initial qui a servi à le créer. Et du coup, il faut mettre les sources en partage, il faut mettre le contenu en partage, il faut donner une procédure ouverte pour en acheter des exemplaires, parce qu'il y a des exemplaires physiques qui ont été créés. Du coup, la compagnie des tiers-lieux est un peu l'enveloppe, on va dire, protectrice et gestionnaire de ce commun autour du cahier d'activité tiers-lieux, mais elle n'en est pas le propriétaire, entre guillemets, puisqu'elle n'a pas pour vocation, on va dire, à décider ce que doit devenir ce cahier et ce qu'il ne doit pas devenir. Elle a pour but de garantir sa survie et garantir du fait qu'il y a une communauté qui puisse s'agréger et qu'il y ait une version 2 enrichie du cahier d'activité tiers-lieu qui puisse se faire à partir du moment où on aura suffisamment de retours d'expérience et qu'on estimera que c'est la nécessité de faire la version 2. Et de continuer à vivre comme ça de manière autonome et de manière ouverte. Ok, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions déjà là, avec tout ce que tu viens de dire, parce que c'est très dense. Et fort désolé. Peut-être il y a besoin de clarifier certains points. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur ce que déjà vient de présenter Julien? Parce que voilà, il s'est appuyé sur les tiers-lieux, mais il a aussi parlé des communs. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions? Donc, Yann, peut-être, tu voulais poser une question? Oui, j'ai une question par rapport au financement en fait de ces ressources partagées. Est-ce que c'est de l'autofinancement de chaque acteur ou chaque personne morale concernée, ou est-ce qu'il y a une sorte de mutualisation, de gestion pour soutenir la production de ces ressources? Voilà. Ça dépend des cas, puisqu'il y a plein de cas qui sont très différents. Et il n'y a pas une histoire commune, on va dire. La notion même de commun, c'est sur mesure. C'est une histoire particulière avec une rencontre d'un certain nombre d'acteurs différents qui ont le même besoin et qui décident de coopérer plutôt que de faire les choses de leur coin. Et donc parfois, c'est des acteurs qui sont purement commerciaux, parfois des acteurs qui sont du monde de l'entreprise, parfois des acteurs du monde de l'université, parfois des gens qui sont du monde de la coopération, économie sociale et solidaire. Et c'est à la fois une alchimie et un équilibre à trouver, on va dire, entre les partenaires pour trouver la formule qui va bien. Et la formule qui va bien est jamais tout à fait évidente. Parce que Alors, je parlais du cas de figure des tiers-lieux, là, de cette compagnie des tiers-lieux. Je ne sais pas si dans ce cas-là, c'est plus... Alors, il y a 4 ressources différentes euh, qui sont, euh, qui sont en jeu. Movilab, par exemple, à la base, c'est une subvention publique qui a été donnée pour une recherche-action. Donc, c'est une recherche-action sur les tiers-lieux de mémoire qui a été donnée pour un certain nombre d'acteurs. Et en fait, après que l'argent se soit épuisé, la question était de savoir, mais que devient, on va dire, le patrimoine commun qui a été créé. Donc, du coup, des lieux qui avaient une activité commerciale, puisque les tiers-lieux ont une activité commerciale, donc sont des acteurs commerciaux, ont décidé de dire bah, il y a ce patrimoine qu'il faut continuer à faire vivre, donc il faut donner un petit peu, d'argent pour payer le minimum, les serveurs, un peu de Oui,
mettre au pot commun, quoi. Voilà, mettre au pot commun. Et surtout, il faut contribuer en mettant ses connaissances, on va dire, en partage. Parce que c'est pour un outil comme Movilab, c'est pas beaucoup. C'est pas l'argent qu'on met qui est très, très important. Ce qui est important, c'est le temps qu'on passe en tant que personne ayant des données dans sa tête, de les transférer de sa tête à un espace collectif. Et c'est ça qui est précieux, et c'est ça qui prend beaucoup, beaucoup de temps à la limite. Et c'est ça qu'il faut financer. Si on se dit, mais qu'est-ce qu'on finance? C'est le temps de travail des gens qui vont faire vivre le patrimoine commun. C'est ta réflexion sur la façon dont on peut sortir du logique de consommation. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui utilisent des productions en Creative Commons, par exemple. Mais comment est-ce qu'on peut essayer de passer d'un mode de consommation à un mode de contribution? Et quand je dis contribution, c'est au moins une contribution minimum qui peut être un feedback sur l'utilisation de la production. Alors, il y a une nécessité, c'est faut faire vivre un espace, on va dire, un espace communautaire autour du projet, quelque chose qui est, en fait, on n'est pas toujours à l'aise pour faire le retour, parce qu'il y a plein de retours effectivement qui sont possibles, et on n'est pas toujours à l'aise pour voir est-ce qu'il faut que je donne un petit peu d'argent. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Je veux dire, voilà, il y a un LOASO ou un PayPal ou un truc, et puis on met un petit peu d'argent, qui est une possibilité assez simple. Et fondamentalement, Wikipédia fonctionne beaucoup comme ça. Hein. C'est pour ceux qui ont déjà été sur Wikipédia au mois de décembre. C'est des appels aux dons, des appels aux dons, des appels aux dons, parce que faut aussi payer les serveurs. Les serveurs, on les paye avec des dons, on ne peut pas faire autrement. Donc, ça c'est un truc, mais la richesse du projet se fait plutôt dans un espace, on va dire, social, où on peut avoir une compréhension des intentions du projet, une compréhension des enjeux que vit le projet, une compréhension des enjeux personnels aussi des personnes qui contribuent au projet. Donc, il faut donner un petit peu de consistance, d'émotion, de matérialité aux choses, et pour dépasser cet aspect juste je consomme et je donne un peu d'argent de temps en temps, il faut arriver à avoir des espaces où on implique dans le projet, et avant même d'impliquer dans le projet, il faut accueillir dans le projet. C'est aussi une difficulté, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas assez cette logique d'accueil, qui disent mais comment ça se fait mon truc. Alors, les espaces contributifs sur lesquels personne ne contribue, il y en a des millions, parce que on dit mais je ne comprends pas, tout est ouvert à la contribution, j'ai zéro contribution. Et c'est parce qu'en fait, il faut aussi accompagner la vie communautaire du projet, et que les gens ont réfléchi à la communication, comment les amener, on réfléchit à des sas d'entrée, comment les accueillir, on réfléchit à des logiques d'implication, comment les faire arriver à un degré supérieur d'engagement, comment on les forme, comment on donne les outils. Et à partir de là, on peut avoir une contribution. Donc, il y a Framasoft qui fait ça, voilà, avec Frama Colibri pour les gens qui veulent donner toutes sortes de contributions au projet de Framasoft. Il y a Wikipédia qui est ouvert et sur lequel on peut rentrer dans les communautés, mais il y a toujours des barrières à l'entrée, et donc il faut travailler ces barrières à l'entrée et travailler sur des incitatifs pour l'accueil. Alors, est-ce que Julien, tu veux dire par là que toutes ces nouvelles manières de fonctionner en coopération demandent parfois à être accompagnés sur un plan, être acculturés en fait à ça. Et toi, dans nos échanges entre nous deux, en fait, tu me disais que toi, justement, tu étais en train de concevoir une forme d'accompagnement à la création de communs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les communs, c'est conceptuel, quoi. Et qu'en fait, il faut aussi créer des manières de faire commun, en fait. Tout à fait. Pour le coup, donc avec l'association ANIS, dont je suis membre, et qui est le pied de réseau de l'écosystème des communs lillois, on a eu des subventions du Fonds de développement de la vie associative, et on
on a profité de ça pour se faire une résidence créative. Et de la résidence créative est sortie l'idée d'un KISS, un kit d'incubateur à commun. Donc l'idée, c'est de créer des outils pour aider les gens à créer leur commun. Et donc il y aura normalement, si tout va bien, un wiki qui servira de base de données, glossaire, répertoire de concepts, des choses comme ça, et un livre dont vous êtes le héros. Alors, j'ai vu, voilà, Christelle ne connaissait pas, mais les gens qui ont été jeunes dans les années 80 se souviennent des livres-jeux où on pouvait choisir son chemin. Et donc, on aura une aventure où on peut choisir son chemin. Et en choisissant son chemin, on va créer son commun, sa communauté, son analyse de la ressource, ses règles de gouvernance, ses règles de réciprocité au fur et à mesure. Et donc, on est en train de travailler à la transmission de cette expérience qu'on a acquise sur le terrain lillois dans des outils un peu génériques dont on pourra se servir pour créer des communs. Abonnez-vous à la newsletter Anis Catalyst, je vais vous mettre le lien et vous serez avertis. Olivier, je crois que tu n'avais pas fini, non? Oui, j'avais juste une question. Est-ce que ça ne peut pas passer aussi avec d'autres formes de licences? Il me semblait avoir vu à un moment donné qu'il y avait un travail sur des licences contributives. Ou licence de réciprocité aussi, notamment. Voilà, ça fait partie des choses. Je voulais avoir ton avis là-dessus. Oui, mais c'est un gros problème, c'est un gros point de débat et un gros point de polémique, cette question-là. Puisque à partir du moment où on fait une licence à réciprocité, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une réciprocité juste. À partir du moment où on définit ce que c'est qu'une réciprocité juste, il faut formaliser un petit peu qu'est-ce que c'est la justice dans ce cas-là. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, et comment on arrive à le savoir de manière simple et concrète et très efficace. Et c'est un sac de nœuds assez phénoménal d'arriver à ce genre de choses. C'est facile sur le papier, mais en pratique, ça ne marche pas tellement bien. C'est une piste qu'on avait commencé à explorer et qu'on a un petit peu transféré d'un projet qui s'appelle la Chambre des communs. La Chambre des communs, on va dire, c'est une instance qui a pour vocation à régler cette question de justice entre communeurs. Voilà. Mais c'est un objet totalement théorique pour l'instant, qui n'a aucune activité pratique, donc je ne veux pas vous en détailler. Ouais, c'est un objet de recherche, en fait, pour le moment. Ouais, c'est un objet de recherche. Par contre, ça s'est décliné dans un certain nombre de sous-objets. Mais je ne vais pas vous en parler ce soir parce que ce serait trop long et on partirait vraiment trop loin. Mais en tout cas, c'est un champ de discussion intéressant, mais pour l'instant, avec peu de choses très concrètes, sauf une chose. Il y a une chose pour l'instant pour moi qui est en émergence et qui est assez facile. C'est des licences de partage réservées au monde de l'économie sociale et solidaire. Une licence de partage réservée au monde de l'ESS, c'est un truc qui peut sans doute émerger assez vite pour dire ces ressources ne sont libérées que pour les structures à lucrativité nulle ou limitée. Et donc, les structures à lucrativité pleine n'ont pas accès en utilisation commerciale à la ressource, ou pas accès du tout, même, enfin, ça dépend de ce qu'on veut en faire. Par contre, à partir du moment où c'est une structure, une organisation, une activité qui serait du champ de l'ESS, elle peut avoir accès à la ressource. Et donc ça, c'est pas encore tout à fait affermi, mais c'est un champ, on va dire, qui progresse et qui, je pense, qui peut grandir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur toutes ces questions? Alors, il y a aussi celle qui avait été notée sur le post-it. Il y avait une question de Bernard. Il est là encore, Bernard? Oui, Bernard, tu posais une question par rapport aux collectivités, aux subventions des collectivités, il me semble. Tu veux poser ta question en direct? Oui, excuse-moi, je suis dans toutes les lectures des sites là, qu'il nous a donné. C'est tellement passionnant que je suis complètement ailleurs. Mais du coup, oui, ma question, elle était par rapport aux subventions qui sont allouées, comment dire, par des collectifs, par des subventionneurs ou des collectivités. Est-ce que du coup, elles peuvent imposer
ou est-ce qu'elles auraient l'intérêt d'imposer justement que ces projets subventionnés aillent dans un domaine, j'allais dire, libre, parce que c'est vrai que la subvention, c'est aussi de l'argent, j'allais dire, collectif, quoi, et que s'approprier, enfin en tout cas de faire des recherches ou en tout cas d'avoir la possibilité de pouvoir travailler avec de l'argent des subventions, sans pour autant mettre, disons, ça au service des autres, c'est peut-être un petit peu dommage. Bon, voilà, c'était ma question. C'est une excellente question. Je vous ai mis un lien dans le chat à ce sujet. La logique de subvention publique a effectivement parfois la tendance de dresser les acteurs les uns contre les autres, chacun venant avec son projet et les mettant en concurrence les uns avec les autres. Et tendance aussi à faire grossir un peu toujours les mêmes acteurs qui remportent toujours les mêmes appels à projets et qui peuvent construire comme ça des trucs et gérer leur propre croissance d'acteurs. Nous, on défend fondamentalement la logique d'appel à commun plutôt que d'appel à projet, qui est une logique de dire on demande que les acteurs coopèrent avant de répondre à quelque chose. Et 2, on demande que ce qu'ils produisent reste ouvert et ne soit pas refermé sur sur une structure qui aurait capté l'ensemble de la ressource. Ça a une déclinaison pratique avec l'ADEME, puisqu'il y a l'ADEME qui fait quelque chose qui s'appelle la Fabrique des mobilités. Et la Fabrique des mobilités, c'est un programme d'innovation de l'ADEME sur des mobilités bas carbone et mobilités innovantes, et qui fonctionne avec ce système d'appel à commun, c'est-à-dire que l'argent n'est délivré que sur la base d'un travail communautaire, donc une proposition communautaire qui est faite par des acteurs qui constituent une communauté pour l'occasion et qui s'engagent en fait à adopter des licences adaptées pour que les ressources créées restent dans un domaine ouvert et permettant la coopération. Et c'est absolument un axe politique, pour le coup, essentiel de combat contre la mauvaise utilisation de l'argent public et l'utilisation privative de l'argent public qui est faite majoritairement actuellement et qui est héritée de la grande séparation et de l'éradication des communs par le libéralisme. Mais vraiment, c'est absolument essentiel comme enjeu. Comme enjeu, ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Julien, tu m'avais aussi présenté un document que j'ai mis dans le chat qui s'appelait présentation commun. Tu sais, comment rétribuer les contributeurs au commun, exemple la rémunération libre, quel statut pour les contributeurs, etc. Tu te souviens ? Oui, je vois bien. Et on va regarder ça ensemble. On va pas tout faire tout montre. Mais c'est juste pour. Est-ce que tout le monde a eu accès à ce document, à ce lien ? Parce que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être lire aussi. Le représenter très très rapidement. Ouais. Alors il y a Anne-Cécile qui dit c'est fou comme on a tout à réapprendre, comment fonctionner, comment construire un projet, etc., etc. Ben oui, je suis bien d'accord. Oui. Oui. C'est malheureusement beaucoup de boulot, mais je pense qu'il n'y a pas trop le choix pour ma part. Le monde ne nous laissera pas le choix de faire autrement. Oui, c'est ça. C'est un peu ça l'histoire, il me semble. Maxime, tu peux préciser ta question là, avez-vous de la traçabilité sur les petits que vous avez fait là, par rapport à quoi là, tu poses cette question? C'est une blague un petit peu, c'était qu'en fait, ils imaginaient le cahier d'activité version 2. Et en fait, moi, j'étais en train de me dire, mais c'est peut-être déjà le cas. Et est-ce que quand quelqu'un utilise la ressource, cela applique à elle-même, ainsi de suite, c'est comme une génération suivante. Et donc, en fait, je me souviens de la formule de Là-bas, si j'y suis, de Mermet. Il faisait des émissions avec des journalistes qui s'étaient mis à faire leur podcast. Et ces émissions-là, il les appelait Là-bas, fait des petits. Et du coup, est-ce que, vu que vous avez été des précurseurs sur la métropole lilloise, est-ce que vous avez un livret de famille maintenant de où ça a été mis en France ou ailleurs? Alors, c'est une question trop pointue. Alors, il se trouve que moi, je suis un commoneur, mais je ne suis pas un tiers-lieusaire, on va dire. Ah ouais.
Je parle de la communauté tiers-lieux parce que je contribue à un certain nombre de choses avec eux, mais ce n'est pas du tout mon activité. Bon, Donc on invitera la prochaine fois, on invitera un tiers-lieusaire, si tu veux. Voilà. Ok. Ah oui, le Dropbox nécessite de se connecter. Alors, sinon, je peux le partager, moi, le Dropbox, si vous voulez. C'est ça. Donc, en fait, c'est un document, il s'appelle… C'est un document de qui, Julien? Alors, c'est un document qu'on a fait dans le cadre de notre événement annuel qui s'appelle les Roomix, donc notre festival d'innovation sociale et numérique, sur l'édition 2017 qui s'appelait Vivre des communs. Donc, voilà. Et toutes les sources d'ailleurs toutes les sources des Roomix 2017 sont encore en ligne et je pourrais aussi les partager pour voir un petit peu tout ce qu'on avait fait à cette occasion-là. Donc, on s'était posé la question de la manière dont les commoners pouvaient vivre de leur activité. Oui, donc c'est un peu le sujet. Oui, c'est un peu le sujet, voilà. Donc, Christelle était enchantée quand je lui ai partagé ce document qui était tout à fait à propos. Ouais. Donc, il y a un petit résumé sur les communs, donc on ne va pas revenir dessus. Une petite question sur la contribution. Qu'est-ce que c'est que la contribution? Des caractéristiques de la contribution dans le monde du travail, c'est-à-dire quelle est par rapport à la suggestion, la hiérarchie, la compétence, la rétribution de ce qu'on a fait, la transparence. Enfin, c'est des choses qui ont été faites par des gens qui travaillaient en mode contributif, donc qui ont expliqué comment on fait pour apporter de la valeur, voilà, directement, et être reconnu par la valeur qu'on apporte à un projet, ouais. ou à une création commune. Donc voilà, un certain nombre de règles de la contribution. Contribuer à développer des ressources parce qu'on estime qu'elle est utile au plus grand nombre, plutôt que d'être motivé seulement par la rémunération. Déjà, rien que cette phrase. Voilà. Pouvoir donner le meilleur sommet. Et ensuite, comment rétribuer les contributeurs au commun? Voilà, donc c'est la question essentielle. Alors, c'est c'est un petit exposé sur différents modèles. Alors, c'est exposé très très brièvement, donc il faudrait encore passer un peu de temps pour dire comment ça marche concrètement. Là, il y avait plusieurs propositions de modèles là, sur la droite, là, c'est ça? Inspiration. C'est ça, ouais. Est-ce que vous voyez tous là? Je n'ai pas l'impression qu'on voit à cause de la barre. Sauf si vous enlevez la barre latérale de Zoom, normalement, vous voyez… Vous la mettez sur la gauche, la barre sur la gauche. Ouais. Donc, modèle libriste, je ne sais pas si tu veux juste… Ouais, c'est compliqué, ça nécessiterait à nouveau une explication détaillée pour que ça soit vraiment compréhensible. D'accord. Donc, ce document, tu peux le partager. Oui, bien sûr. Tout ça est partageable et déjà en ligne et sera repartagé sans difficulté. On va juste passer un petit peu de temps sur le principe de rémunération libre parce que oui, donc je passe là. Voilà. Alors, il est où le rémunération? Ah, voilà, la rémunération libre. Voilà. La rémunération libre, c'est un système qu'on utilise qui est sur un système de budget ouvert. C'est-à-dire qu'on décide qu'un projet a besoin d'une certaine somme d'argent pour avancer. On met 1 000 € sur la table, on met 1 000 € sur le projet. Et on dit, qui est-ce qui s'occupe du projet? Il y a un certain nombre de gens qui se mettent sur le projet. Et le principe, c'est que les gens prennent librement l'argent dans le chapeau qui est sur la table en fonction de l'avancée du projet, avec un certain nombre d'outils qui nous permettent de prendre l'argent au fur et à mesure qu'ils travaillent. Et donc, cette semaine, j'ai bien bossé, voilà, je prends 300 € dessus. Cette semaine, j'ai rien fait, je prends 1 € pour le principe. Cette semaine, j'ai pris beaucoup. Cette semaine, je n'ai pas pris autant. Et chacun déclare, on va déclarer l'argent qu'il prend de manière transparente. Et au bout du compte, quand tout l'argent est pris, il n'y en a plus. Alors souvent, il reste de l'argent parce que les gens ont du mal à prendre de l'argent quand c'est sur ce mode-là. C'est intéressant, ça. Les gens sont plutôt freinés. Moi, personnellement, ça me freine beaucoup. J'ai du mal à prendre de l'argent quand il est dans un pot commun. Je préfère le laisser pour les autres.
Mais donc, ça crée de nouvelles dynamiques. Donc, après, une fois qu'on s'est réparti l'argent, il y a la question de quel circuit on utilise pour que ça arrive effectivement sur un compte en banque en ayant payé les charges sociales qui vont bien. Donc là, on arrive à un autre niveau d'organisation et c'est pour lequel on utilise beaucoup les CAE. En fait. Les quoi? Le modèle, les CAE, coopératives d'activité d'emploi, qui nous permettent de faire ça. Et notamment, je vais vous faire un petit lien dans le chat à nouveau, puisque Opteos, la coopérative dans laquelle je suis, c'est une coopérative qui travaille avec le principe du budget ouvert, du budget contributif. D'accord. Et donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne, c'est en pleine croissance depuis le Covid en plus. D'accord, ouais. Voilà. Il y a une petite explication là dans le chat. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc la CAE nous sert à la fois pour faire fonctionner des budgets contributifs qui sont dans notre organisation et faire fonctionner la CAE en interne sur ses propres tâches. Donc ça nous permet de faire tourner notre com interne, notre système de formation interne, notre système d'accompagnement, etc. On a des gérants et les gérants de la CAE sont là pour vérifier que le système reste bien contributif. D'accord. Donc, ce document est une forme de document générique pour commencer déjà à réfléchir un peu out of the box, mais voilà, il y a des choses qui sont tout à fait non seulement réfléchies, mais même déjà utilisées en fait, des nouveaux modèles économiques déjà en route. Alors je tiens à préciser, parce que c'est une notion importante, il ne faut pas confondre complètement la question des communs avec cette expérience, on va dire, qu'on a sur les budgets ouverts, puisque cette expérience qu'on a sur les budgets contributifs, c'est un mécanisme. La question des communs est beaucoup plus large que ça, et la question des communs est ouverte à de nombreux mécanismes et de nombreux arrangements, on va dire, qu'on peut trouver pour faire fonctionner les choses, et qui sont en aucun cas des recettes toutes faites, d'autant plus que juridiquement, la notion de commun, pour l'instant, est fort peu reconnue dans le droit français. Donc, la plupart des communs qu'on arrive à faire fonctionner sont en général des expérimentations ou des bidouillages ou des trucs à la légalité parfois un petit peu contestés dans un certain nombre de cas, puisque ça pose des vraies questions juridiques, aussi bien en termes de privé que de public, puisqu'on se retrouve à frôler, on va dire, les bords de ce qui est considéré comme acceptable. Et donc, il y a un travail de jurisprudence qui est envisagé par un certain nombre de juristes qui travaillent avec nous, de dire, on tente le coup, on voit ce que ça donne, et si jamais il y a des problèmes, on ira défendre le truc, on ira au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel s'il le faut. Ça veut dire qu'il faut des juristes dans la team, quoi, quand même. Il y a des juristes dans la team, et coup de bol, il y en a. Non, mais il y a un collectif qui s'appelle Open Law, qui s'est constitué en fait sur la libération de la connaissance juridique, et qui a beaucoup apporté, on va dire, d'un point de vue juridique aux commoners, justement, parce que c'est des professionnels du secteur, quoi, du coup. Open Law comme L-A-W? Ouais, je vous remets le lien. Claire, tu veux partager ce que tu as mis en commentaire là? Ok. Je disais qu'en amont, il me semble qu'en amont de ces questions de rétribution et de savoir comment est-ce qu'un commoner peut être rétribué, il y a toute une connaissance aussi de ce qu'est le travail d'un commoner à prendre en compte. Un commoner, parfois, ça lui coûte de l'argent. Moi, ça me coûte de l'argent de faire du libre. Ça me coûte du temps en plus, des compétences en plus, de communication, etc. Donc, c'est bien plus que de mettre ma ressource au libre, en fait, et de la laisser là. C'est-à-dire qu'il y a toute une ingénierie à savoir développer et qui demande du temps, des compétences et de la montée en compétences, etc. Et ça, c'est une chose qu'on voit assez rarement, en fait.
qui est assez rarement dite ou vue ou perçue. Et il me semble que c'est quelque chose à prendre en compte et peut-être même, je dirais, même à travailler, peut-être nous, en communauté des communs, je sais pas, à faire communauté de ressources peut-être. Enfin voilà, il me semble qu'il y a des choses à travailler déjà pour que rien qu'être communeur ne coûte pas de l'argent avant même de penser à être attribué. Excuse-moi, je vais juste faire une petite traduction. Julien, est-ce que du coup, ce que tu nous as présenté, là, la compagnie des tiers-lieux, a pour fonction justement de faire comme une espèce de socle sur lesquels justement les commoneurs peuvent s'appuyer dans la mesure où ils mutualisent justement, je sais pas moi, les serveurs, les outils, les trucs, qui fait que le commoneur, ça va pas lui coûter de l'argent de mettre sa ressource en commun? C'est plutôt un autre projet, on va dire, qui est en route, qui s'appelle les Assemblées des communs, qui sert à ça, puisque la compagnie des tiers-lieux, en fait, c'est une marque commune entre des gens, un certain nombre de gens qui sont des professionnels sur un secteur bien déterminé. On va dire que ça correspond à un arrangement assez précis, on va dire, de gens qui ont décidé de faire ça. Aussi, effectivement, pour mutualiser, mais c'est un peu ça, mais sur un secteur très précis. Oui, c'est ça. Mais sur les tiers-lieux, mais je veux dire, c'est l'idée, quoi. Oui, tout à fait, oui. C'est aussi l'idée. Et juste, on avait une ambition un peu plus large sur l'Assemblée des communs, c'est de réfléchir plus globalement pour l'ensemble des gens qui ont des principes de partage, comment on arrive à faire de l'entraide, du soutien, la formation, l'auto-formation, et là, pour l'ensemble de la société, sans thématique spécifique, on va dire. Voilà. Donc ça, alors l'Assemblée des communs, c'est quoi? C'est un espace, on va dire, c'est un espace de rencontre entre des gens qui ont des pratiques de commun et qui co-créent ensemble des objectifs, des agendas, des projets, qui décident de faire des choses. Alors, on avait un gros projet de recensement des communs sur la métropole lilloise. On a fait des bases de données, on va dire, des pratiques. On a fait des explorations, on a fait de la documentation, on a travaillé sur des questions de code social des communs. Donc, on cherche à documenter et à soutenir, on va dire, tout ce qui se passe autour des communs sur le territoire. Et donc aujourd'hui, là, imaginons que là, dans l'assistance, il y a des personnes là, qui viennent de découvrir tout ça. Et si demain, ils ont envie de devenir un commoneur, et comment ils font? C'est quoi la première étape quand on veut devenir commoneur? Parce qu'on se dit, c'est sympa d'être commoneur, mais on fait comment? Alors, il faut trouver un certain nombre de gens qui sont prêts à agir en communauté et qui ont un intérêt commun à agir ensemble pour créer cette communauté. Et pour l'instant, il n'y a pas de recette parce que ça dépend où, quand on est situé. Ça nécessite donc une pratique, une diffusion des idées autour du commoning. Parce que je te pose cette question. Si c'est pas possible, c'est pas nécessairement possible. Pour l'instant, nous, on milite pour que l'État puisse donner des moyens d'accès aux communs et puisse sécuriser les communs. L'État ne le fait pas actuellement. Donc, on n'est pas en mesure, nous, avec nos forces, de nous substituer à une mission sur laquelle on pense que l'État est défaillant. On peut juste pointer que l'État est défaillant. Quand tu dis nous, tu parles de quoi? Tu parles de la COP des communs? De la sensibilité que des communeurs, on va dire. Des gens qui réfléchissent à cette question des communs et qui estiment que l'État devrait jouer son rôle. J'ai une question. Parce que, oui, après, ce sera Cyril. Vas-y, Pierre. Comme vient de le dire Julien, l'État n'aide pas trop au maintien des tiers lieux et de ses activités. Et en même temps, quelqu'un qui veut s'investir en tant que communeur, comment il articule ses moyens d'existence avec ce temps consacré en tant que communeur? Parce que j'imagine qu'on peut avoir une envie, mais il faut pouvoir, si on veut y consacrer du 100% ou du 50%,
ça pose question, quoi. Parce qu'on le voit déjà dans les parcours professionnels actuellement, avec la Covid, tout ça, il y a des gens qui se sont ébranlés dans leur parcours professionnel. Donc, comment on articule ça? C'est aussi pour ça que les communs sont une vraie question depuis la Covid, je pense, Pierre. Mais Julien, je te laisse répondre. Ouais, là, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas de réponse, en fait? Oui, tu as le droit. Parce que, non, mais je ne peux pas faire une réponse générale à des choses qui sont des situations particulières, en fait, puisque ça dépend de quel est le statut des gens. Enfin, je veux dire, les gens sont-ils étudiants, retraités, salariés à mi-temps? Enfin, déjà, il faut savoir ça. De quelle activité on parle, est-ce qu'il y a de l'argent qui circule dans ces activités ou pas, ou est-ce que c'est du soutien mutuel, matériel, mais pas de l'argent. Enfin, et une fois qu'on a un certain nombre de précisions sur ces questions de statut, de type de commun, de type de ressources, on peut dire, bon, bah, on peut imaginer un arrangement qui permet des choses. Enfin, moi, mon arrangement, c'est salarié en coopérative, je travaille pour des institutions, pour des multinationales, ou pour des associations, pour des individus qui veulent des choses. Et donc, je me fais payer et je reverse au commun. Enfin, voilà, j'ai mon modèle à moi qui dépend de ma situation à moi, de mon environnement à moi, de ce que je suis capable de faire ou ce que je refuse de faire. Enfin, il y a besoin de toutes ces réponses, on va dire, avant de pouvoir articuler quelque chose. C'est un peu comme, j'ai envie de dire à Pierre, c'est un chemin, hein, c'est un peu comme de passer de salarié à indépendant, et puis après de indépendant à commoneur, et après de quelqu'un qui est commoneur à quelqu'un qui est dans l'économie du don. Tout ça, c'est des paliers, c'est des chemins personnels aussi, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire pédagogie sur tout ce qui existe, pour que chacun aussi puisse se positionner sur comment il a envie de se positionner dans le grand échiquier économique, social et politique, puisque tout ça, c'est aussi des positionnements politiques pour certains. Tout à fait. Cyril ? Oui, alors j'ai posé ma question dans le chat déjà. Je ne sais pas trop exactement, mais en fait, je découvre les communs. J'ai l'impression que ça me donne l'impression d'une perspective assez gestionnaire. C'est-à-dire qu'on a des ressources importantes pour certaines raisons, puis comment les gérer en fait. Et ma question, c'est quelle est la motivation profonde qui fait que des gens se réunissent pour gérer une ressource? Et de là où moi je viens, je fais des formations en gouvernance organique, et il y a tout un travail qui est fait sur la vision. Quelle est la vision, et qui est d'ailleurs en lien avec ce qu'on appelle la raison d'être du collectif, qui est en lien d'ailleurs avec sa raison d'être personnelle. C'est un peu ça qui fait la spécificité. Et du coup, par rapport au commun, je me demandais, est-ce qu'il y a un lien qui est fait avec une vision plus profonde d'un collectif, de sa raison d'être, au-delà de l'aspect purement gestionnaire d'une ressource? Et si oui, quelle méthodologie est utilisée en fait pour établir cette vision du collectif? Voilà. Merci Cyril. Donc, il faut répondre à ça. Oui. C'est le problème qu'on a de faire un discours général sur les communs, c'est que ça concerne énormément de réalités tout à fait différentes. Et si on parle d'un jardin partagé, ou si on parle d'une encyclopédie coopérative, ou si on parle d'un four à pain médiéval, ou si on parle d'autre chose, ou si on parle d'une forêt indigène et de la place des indigènes dans la forêt par rapport à la faune et à la flore, on n'a pas du tout le même type de réponse.
les scientifiques qui s'intéressent à la question des communs en France actuellement, c'est des gens qui sont dans les sciences de la gestion. C'est des gens qui s'intéressent à la question de la gestion. En partant du principe que, la gestion, c'est un champ où il y a des choses à découvrir, des choses à apprendre, des choses à comprendre. Enfin, voilà, c'est une alternative en fait à l'économie, même la gestion. C'est-à-dire qu'on peut, il y a types des raisonnements qui sont des raisonnements d'économie, c'est des types de raisonnements qui sont des raisonnements de sciences de la gestion, qui ne sont pas les mêmes et qui aboutissent à des conclusions qui sont parfois très différentes. Et de fait, il peut y avoir des raisons de participer à un commun qui sont très différentes d'un individu à l'autre. Il peut y avoir des raisons idéologiques, il peut y avoir des raisons pratiques et tout à fait de survie, voilà. Et il peut y avoir des raisons sociales aussi. Moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant, c'est le commoning, le fait d'être en commun autour de quelque chose. C'est un type de relation sociale qui a son intérêt propre et qui peut être aussi une source de satisfaction, une source d'intérêt, une source de plaisir. Et ça fait partie de l'équation à résoudre, à savoir que si on veut que ça réussisse, il faut que idéologiquement, ça reste cohérent avec tous les gens qui participent, que économiquement, ça reste cohérent, et qu'au niveau social, au niveau du plaisir, du sens qu'on a à la relation, ça continue à fonctionner. Donc, il faut travailler sur tous les plans, en fait, pour que ça fasse, sachant que au niveau de la raison d'être, normalement, il y a quelque chose qui doit être assez bien défini. C'est ce que j'avais dit, c'est de quelles ressources est-il question? Et qu'à un moment, moi, je fais partie des gens qui considèrent que ce qui va devoir être fait va dépendre de la ressource et pas de l'intention de la communauté. À un moment, enfin, la logique de commun, c'est dire que s'il faut protéger la forêt de l'incendie, il faudra la protéger. Et c'est pas le choix d'être fait ou de ne pas être fait, quoi. Si c'est important. Ou alors, c'est qu'il y a dissolution du commun, disparition, que le commun éclate. Et ce n'est pas forcément gravissime, parce qu'il y a aussi une logique de compostage du commun qui est important. Dans les tiers-lieux, il y a plein de lieux qui ferment, des communautés qui changent d'endroit, des communautés qui se dispersent. Et que aussi, les communs, c'est quelque chose de vivant, avec la vie et la mort qui interviennent. Et que si on est allé au bout de la raison d'être, voilà, on a effectivement dans une logique organique des autres raisons d'être qui sont susceptibles de revenir dans d'autres configurations. Ah oui, alors du coup, ça nous permet juste quand même de parler de ça, la compostabilité, en fait, cette approche des communs. En fait, si on se place un peu dans le fonctionnement classique, en fait, des créateurs de contenu ou des créateurs d'organisation, c'est comment, en fait, la question, c'est comment faire en sorte que ce qui a été produit par une personne ou par un groupe de personnes soit compostable, c'est-à-dire que ne disparaisse pas avec la personne qui l'a créé. Donc, c'est en cela que tu veux bien en dire en quelques mots, Julien? Ouais, je vous ai remis un petit lien dans lequel d'ailleurs Laurent Marceau est intervenu c'est un travail qui a été fait sur la philosophie du compostage de projets, un écosystème de projets vivaces. C'est une logique, on va dire, quand on construit un projet, on doit regarder quelles ressources on va créer, quelles ressources on va utiliser. Et on doit avoir une attention à cette question des licences, de dire finalement comment le choix des licences qu'on fait va permettre à l'histoire de notre projet de continuer une fois que le projet sera terminé. Et donc, ça veut dire des publications ouvertes, des publications partageables, modifiables, un recueil de l'intelligence collective du projet au cours du projet. Si c'est l'acquisition de ressources, faire que l'acquisition de ressources se fasse plutôt dans une logique collective ou une logique de location. Et en fait,
quand on loue quelque chose, si on loue à un projet collectif, on fait vivre aussi l'autre projet collectif qui va survivre à notre disparition à nous. Donc, c'est tout cet ensemble de logiques qu'il faut regarder, sur lequel il n'y a pas de réponse toute faite forcément, mais c'est une philosophie qui permet de dédramatiser notamment la question de la fin des projets pour que ça ne soit pas trop identitaire, et toujours rappeler que l'intérêt du projet d'être ensemble ne doit pas passer avant l'intérêt plus global de la société ou des écosystèmes dans lesquels on s'inscrit. On est aussi partie prenante de choses plus vastes et on doit penser à ça, même quand on est dans ces logiques de vie de notre projet. Donc, je vous invite à lire ce texte très inspirant. Ça ressemble un peu à une déségoïsation des projets, en gros. Oui, mais centré sur la logique d'organisation. Ouais. Puisque y a beaucoup de gens qui pensent, même des gens qui sont pour avec les meilleures intentions du monde, et qui pensent leur organisation comme incarnant le bien qu'il y a pour le monde. Mais l'organisation n'est jamais cette incarnation du bien pour le monde. L'organisation est juste un véhicule temporaire de quelque chose, et il ne faut pas confondre ce niveau d'intérêt-là. Et ça pose la question notamment du partage sincère, qui est un grand sujet de Michel Briand. Ça m'étonne que vous n'ayez pas encore invité, d'ailleurs, puisque… Bientôt. Bientôt, voilà. Donc, il pourra vous parler de cette question du partage sincère. Je vous remercie déjà pour les échanges, parce que je les trouve très inspirants. Moi, je suis passée du statut salarié au don à l'économie du don, avec maintenant une réflexion, comment je fais, parce que ça tient un temps. Et donc ça, c'est à titre personnel, et au niveau associatif, avec quelques-uns à Bruxelles, on réfléchit sur l'écosystème et comment on peut le faire vivre. Donc, j'ai partagé plein d'interrogations, si ce n'est que la Belgique n'a pas nécessairement la même structure organisationnelle, fiscale, mais les grands principes sont les mêmes. On est beaucoup dans le partage, dans la mise à disposition. Donc, j'ai repéré ça et là des pratiques que nous avons déjà entre nous, et reste la réflexion sur une forme de rémunération qui soit juste et qui soit attachée. J'étais très touchée par ce que Cyril Arthur mentionnait de la vision au-delà de la gestion économique pure et simple. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je dois vous quitter à 10h30, mais merci beaucoup pour les échanges et les présences. Merci Pascal. Allez-y, en mode popcorn. Alors, Julien a disparu, je pense qu'il a eu un souci de connexion, mais il va revenir, je pense. Ouais, il n'est plus là. Qui d'autre veut partager? C'est une question. Moi, je vous remercie beaucoup pour… c'était extrêmement riche, vraiment pour cette richesse. Je découvre un nouveau monde. Donc, ça va bien naviguer cette nuit dans la tête. Anne-Cécile, toi, tu es facilitatrice ou pas? Qu'est-ce que tu… Parce que c'est la première fois. Oui, alors, moi, je suis consultante en organisation et facilitatrice. D'accord. Donc, j'ai créé mon entreprise avec un collectif de professionnels, mais de professionnels indépendants aussi. Donc, la question de maintenir la dynamique et de qu'est-ce qu'on fait et comment. Et au bout d'un moment, on travaille tellement ensemble, chacun les uns pour les autres, que la question des communs se pose. Donc, parce que finalement, on refait 4 fois les mêmes choses. Finalement, on pourrait tous bosser ensemble. Donc, donc voilà, et donc ça m'ouvre plein de perspectives. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Ok, beaucoup merci. C'est dense. Merci à tous. Merci. Ah voilà, Julien qui revient. Qui d'autre voulait partager une résonance par rapport à ce qui a été vu ce soir? Valérie, ouais.
D'abord, merci beaucoup. Encore une fois, c'était super riche. On repart avec encore plein d'antennes dans tous les sens. Et moi, en fait, ce que j'ai énormément aimé, c'est la notion d'appel à commun versus les appels à projet. J'ai trouvé ça assez excellent. Et voilà, l'exemple en plus avec l'ADEME, mine de rien, je n'avais pas mis en perspective sous cet angle-là. Et je trouve ça assez génial. Il faudrait voir comment arriver à pousser ce truc-là de façon... parce que ça a tellement de sens que finalement, voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça ne se généralise pas plus facilement. Enfin, si, on peut comprendre, mais bon, bref. Ouais, la matière est lente. Il y aura des initiatives politiques, sans doute, la branche politique des commoners pour défendre ce genre de choses dans les mois à venir. Oui, et puis il y a Valérie, toi, je crois que tu œuvres avec les colibris, n'est-ce pas? Donc, tu as entendu parler de la grande opération de libération des communs initiée par notre ami Laurent. Oui, non, voilà les communs chez les colibris. Alors, je pense qu'effectivement, c'est Laurent qui avait insufflé tout ça et il l'a bien expliqué quand il est intervenu. Mais c'est vrai que c'est un des piliers aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'ils ont fait, les projets qu'ils ont menés en interne et sur lesquels ils ont travaillé. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de se rapprocher des territoires pour qu'ils soient partagés. Et voilà, c'est des vrais... Et d'ailleurs, ils ont dans leurs équipes des personnes qui œuvrent sur tout un tas de sujets, aussi bien informatique, le partenariat avec Framasoft. Ils sont partenaires, du coup, il y a vraiment des trucs. Et là, les objectifs sur la nouvelle stratégie, c'est clairement pour diffuser ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui m'interpelle, c'est qu'il y a une multiplication. C'est-à-dire que là, je pense qu'en plus, plusieurs d'entre nous, on est sur 50, en termes de communauté. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'autre là de Nous sommes vivants, les initiatives se multiplient et du coup, c'est super intéressant. On retrouve des petites parties un peu partout. Mais à un moment donné, je me dis aussi, stop, ça ne sert à rien. Il y a déjà plein de choses qui existent. Et à la fois, à travers le projet qu'on construit avec l'ADEME et puis 5 autres structures citoyennes, on voit que c'est hyper important d'avoir des différences et que finalement, tous les mouvements ont aussi leur spécificité. C'est hyper important d'être complémentaire et que ça permet de toucher encore plus de monde. Donc voilà, en fait, c'est plein d'interrogations qui finissent par boucler et tout a un sens, mais la vision archipélique. C'est la vision exactement. Voilà. Qui d'autre voulait partager une résonance par rapport à ce qui s'est dit ce soir? Alors, je veux bien y aller. Donc, en fait, je suis, comme tout le monde, je repars avec plein d'idées dans la tête. Mais en fait, ce que ça m'inspire essentiellement, c'est qu'on en revient toujours à une forme, j'allais dire, de vie ou de simplicité que l'on avait perdue, en fait, parce que quand il parle d'enclosure et qu'il y avait des communs, etc., et que du coup, à un moment donné, tout ça s'est complexifié, voilà, et donc on se dit, mais comment on en est arrivé là? Et en fait, ce genre de sujet que l'on creuse comme ça, ça nous amène toujours à revenir, sur la manière dont on vivait avant et sur une simplicité qu'on a finalement perdue, quoi. Et c'est cette simplicité-là que je retrouve à chaque fois, j'allais dire, quand on aborde ces sujets-là. Voilà. Merci Bernard. Moi, j'ai plusieurs réflexions. C'est à titre individuel, parce que actuellement, je suis fonctionnaire dans une entreprise privée et je suis en fin de carrière et puis j'ai envie de faire quelque chose de différent dans l'accompagnement thérapeutique. Et peut-être c'est savoir, est-ce que je vais faire ça dans une structure coopérative ou est-ce que je le fais à titre individuel ou est-ce que je fais un mix? Ça, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est des réflexions qui m'intéressent. Et puis, il y avait aussi une réflexion sur d'autres biens communs
parce que là, on l'a vu en mode local, mais je vois, il y a l'ONF, toutes les forêts domaniales, dont on est un peu tous propriétaires, mais c'est emboîté dans une structure juridique comme si on ne pouvait pas en être propriétaire, alors que c'est des biens communs à tous les Français. C'est les terres agricoles où, en fait, le foncier, ça se gère entre soi, entre agriculteurs, avec la SAFER. Il n'y a jamais de civils qui sont à l'intérieur, des représentants de la société civile comme nous, pour dire, ben non, on pourrait lutter contre l'accaparement des terres quand on voit qu'il y a une ferme de 700 hectares qui est rachetée par des Chinois. C'est pas acceptable. Voilà, donc c'est toutes ces réflexions que dire comment on pourrait construire aussi des réseaux de se réapproprier le bien national et non pas dans des structures que l'on, comme j'ai entendu, qu'on avait créé une structure pour le Mont-Saint-Michel qui peut-être plus tard pourra être vendue à des intérêts privés, par exemple. Ouais. Sur le foncier agricole, il y a Terre de Liens qui crée des communs à foison, pour le coup. Oui, Terre de Liens, qui commence à être bien, bien dans la place. Je connais, mais c'était une réflexion même, je dirais, politique, portée par des... On a bien compris. Qui d'autre veut faire une petite résonance? Ouais, du coup, je veux bien. Merci déjà pour la présentation, c'était très intéressant. Alors, je me rends compte qu'à travers les licences Creative Commons et les partages qu'on peut faire autour des communs, moi je travaille sur l'ouverture des données au public et je travaille avec pas mal de coopératives qui mettent toutes leurs ressources en Creative Commons. Donc, je me rends compte de la richesse que ça peut apporter au collectif. Du coup, je me posais la question de... J'ai entendu parler tout de suite là de commun politique et du coup, je me posais la question de ce que ça... de ce que c'était. Tu n'avais jamais pensé qu'il y avait un aspect politique là-dedans? Oui, là, je découvre là, du coup. Ok. Ouais, alors je vais proposer à tous les gens qui sont intéressés par l'aspect politique de venir sur la liste Échange bien commun, qui est une liste historique des communs francophones. Je vais vous repartager le lien pour vous abonner à cette liste. Et c'est une liste principale où ces questions un peu de stratégie politique se posent et se discutent dans le monde francophone. Avec un certain nombre de gens comme Frédéric Sultan, Benjamin Coria, je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez vous, Michel Bowens. Oui, Michel Bowens, ok. Voilà. D'accord. Merci. Alors, s'il n'y a plus besoin de faire de résonance ou de partage, y a-t-il encore des personnes qui veulent partager quelque chose ou poser une question à Julien? Non? Mais ils sont calmes ce soir. Maxime? Oui, je regardais le post-it que j'avais créé au début là, dans le groupe de travail. Ah oui, en fait, les post-it, on n'a même pas regardé les post-it. Du coup, j'ai regardé celui que j'avais mis. C'est pas pour relancer maintenant, mais c'est pour. J'irai explorer déjà tous les documents qui ont été transmis. Ma question, c'était de voir si dans votre expérience, avec tes partenaires, on va dire Julien, si vous avez déjà une traçabilité sur quand vous faites des contributions successives, quand vous êtes plusieurs à bosser sur des projets. Est-ce que déjà entre vous, qui avez pas mal d'ancienneté dans cet univers-là, avec cette culture-là, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous êtes satisfait de la culture que vous avez acquise dans la coopération avec ces formes-là sur les dernières années? Alors, c'est toujours un peu le bordel, hein, parce que c'est toujours un peu à la fois toujours très diffus, toujours avec plein d'acteurs différents et toujours aussi plein de questions de justice qui se posent, à savoir est-ce que moi j'en
récolte assez de ce que je fais? Est-ce que je ne récolte pas assez? Qu'il n'y en a pas tel autre qui se gave plus que moi? Enfin, c'est des vraies questions qui se posent. Et ça nécessite aussi beaucoup de travail de redocumentation derrière pour faire émerger de la clarté et de la lisibilité dans la profusion des sources et des informations. Donc, c'est un travail de synthèse et de rédaction qui est important à faire, qui fait partie du travail de facilitation de la vie de l'écosystème et qui mérite aussi d'être rémunéré en tant que tel pour ce que c'est. Sinon, le risque, c'est que on travaille beaucoup par rapport à la notion de stigmergie et le fait de travailler en laissant des traces de manière autonome, mais on n'est pas des fourmis. Donc, nous, pour que nos cerveaux arrivent à réinterpréter les choses qui se passent, il y a besoin de faire une narration supplémentaire pour que les cerveaux humains ils comprennent les choses. Voilà. Et que les traces brutes ne suffisent pas. J'ai dit. En gros, c'est pas si simple que ça de faire du commun. Ah non. Ah non, non, pas du tout. Ok. Non, mais c'est simple. Un peu pour dire sur ce que, à la fois sur la remarque de Cyril, mais en fait là on parle de gestion, et en même temps Bernard qui dit en fait on n'a qu'à revenir à des trucs hyper simples, mais en fait on est dans la complexité là, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans le simple, ni dans l'évidence. En fait, on est dans un truc un peu complexe, qui est quand même un peu, je vais dire, pour reprendre à ce qu'a dit Julien au départ, il a dit c'est quand même le monde libéral qui a un peu cassé la dynamique des communs et que nous sommes dans un monde ultra libéral, quoi. Donc forcément, quand on veut faire du commun à l'intérieur d'un contexte ultra libéral, c'est complexe, forcément. Et il n'y a pas une réponse et une recette, quoi. Cyril, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai encore une question. En fait, je réalisais là, j'ai l'impression que j'ai pas entendu parler de la gouvernance, donc de la façon dont les décisions sont prises par rapport aux ressources à gérer par le collectif, à moins que j'ai peut-être zappé. Non, parce qu'on n'a pas tout. Or, j'ai l'impression que c'est une question essentielle. Enfin, c'est même l'essence même de. Comment dire, on veut gérer une ressource, comment on gère, comment on décide. Et du coup, je voudrais savoir quel est le processus. Enfin, voilà, est-ce que c'est un sujet qui est abordé et quelle importance il a, quelle place il a dans cette approche et quel est le processus de gouvernance en fait qui est utilisé? Ouais. Alors, Elinor Ostrom, donc prix Nobel d'économie 2009 pour son travail sur les communs. Vous m'entendez là? Ouais, vas-y, ça grésille un peu. Oui. Elle a eu pour un ouvrage, notamment pour un ouvrage qui était Governing the Commons. Donc, la question de la gouvernance est effectivement absolument la question centrale et déterminante de beaucoup de choses. Juste, si on veut aborder la question de la gouvernance, il faut se décentrer un peu aussi par rapport à plein de réflexes qu'on a parfois sur ce qu'on pense être la démocratie. Parce que ce qu'on pense être la démocratie, souvent, c'est issu de traditions, de mécanismes et de réflexes qui correspondent à une histoire de processus et d'institutions politiques qui se sont formées avec le capitalisme industriel, avec plein de choses. Et gouverner ensemble, c'est une question beaucoup plus vaste que la question de la démocratie. Gouverner ensemble, ça a plein d'aspects. Il y a un aspect prendre des décisions. Il y a un aspect aussi exclure ou ne pas exclure. Enfin, il y a toute une dimension organique, historique, qui existe, qui ne se limite pas à la question de comment on prend les décisions. Moi, il se trouve que je gagne de l'argent avec ce que j'appelle le design de gouvernance. C'est-à-dire, j'applique une logique de design à comment on va faire pour prendre des décisions ensemble.
Et il n'y a jamais aucune manière de prendre des décisions qui est intrinsèquement meilleure qu'une autre pour moi, enfin, fondamentalement. C'est la vérité que je défends avec le plus de conviction. C'est-à-dire que la meilleure manière de prendre des décisions va dépendre de quoi on parle, de quel type d'usage on veut faire d'un certain nombre de ressources dans un contexte avec des utilisateurs. Et qu'il faut discuter un petit peu ressource par ressource, contexte par contexte, comment on souhaite prendre des décisions. Et c'est ce que je faisais en filigrane, on va dire tout à l'heure, sur la question de la ressource, et que c'était la ressource qui imposait la réponse à la communauté. Dans un certain nombre de cas, si c'est pas forcément les humains qui ont la réponse à la meilleure manière de gouverner les communs. Voilà. Donc il faut trouver les réponses dans l'analyse de la situation, et on peut faire ça dans un processus tout à fait organique et communautaire qui émerge graduellement par l'expérience, et on trouve les règles d'usage dont on a besoin, et on établit les règles d'usage dont on a besoin au fur et à mesure. Ok, donc ce que tu dis là, c'est qu'en fait, tout est à construire en gros. Hein. Oui, les communs sont une construction sociale, ça, ouais. Complètement. C'est un espace de créativité et de construction sociale. Ok, et du coup, bah, finalement, chaque communauté qui décide de créer des communs, finalement, devient acteur de cette construction, quelque part. Oui, tout à fait. Alors, les amis, je propose qu'on close, comme on dit, qu'on clôture, parce qu'après, ça fait vraiment trop long. Il est déjà 22h45, déjà, super que vous soyez encore là, ça montre que on pourrait encore passer 1 heure ensemble, mais moi, personnellement, là, je commence à fatiguer, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui commencent à fatiguer, comme peut-être Héloïse aussi, qui m'a dit à 20h30, mais tu sais que là, c'est l'heure que je me couche. Donc, bon, on va libérer Héloïse si vous voulez bien. Merci, grand merci à Julien pour tout ça. Voilà, je pense que on aura peut-être d'autres occasions de t'inviter sur des choses spécifiques, mais là, on a déjà fait un beau voyage dans les communs et surtout pour appréhender un peu toutes les choses que ça demande d'appréhender. Je vous fais des bisous à tous. On ne refait pas un autre tour de météo. Julien, peut-être juste une toute petite, un petit feedback de comment ça s'est passé pour toi, comment c'est pour toi déjà les résonances que tu as pu recevoir. C'était très agréable. J'ai pu voir quelques têtes que je connaissais déjà. J'ai pu passer un petit peu un temps avec Lorenzo, qui a un connecteur absolument fantastique, perpétuel de plein de choses. Et c'est un sujet dont j'adore parler. Donc voilà, vous m'avez proposé de parler d'un sujet que j'adore parler. C'est un bon moment. Oui. Voilà. Ok. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à une prochaine. Bye bye. Bye.